riches. Elles sont riches d'appréciations, elles sont riches d'observations, de constats, de préconisations, de tableaux. Et je dois dire que vos annexes également, c'est-à-dire vos réponses, ont le mérite et l'avantage d'être tout à fait précises et j'imagine sincères. En tout cas, elles contribuent largement à notre information. Alors, je ne vais pas tout reprendre, vous pensez bien, il y a 8 recommandations, elles sont d'un intérêt contrasté. En revanche, je vais faire quelques focus. Et le premier sera sur la gestion donc, des lycées, qui est le deuxième poste de dépenses, mais sur le contexte surtout, puisque nous sommes dans un double contexte aigu. L'hiver est non seulement budgétaire, Monsieur Perrin-Sarzier, mais aussi démographique. Si pour l'un, on y peut quelque chose, mais pas énormément. Pour l'autre, on n'y peut pas grand-chose. Il est bien là. Et si la faille sismique n'est pas encore totalement visible, la réalité dans sa brutalité pourrait n'en être que plus cruelle. Autrement dit, nous admettons volontiers qu'il est bien difficile de donner de l'agilité à un tanker très lourd, je vous l'accorde, à manœuvrer. Ce n'est donc par hasard que le mot anticipation revient régulièrement. Pour autant, un mot n'a jamais été un remède universel, et celui-là sans doute encore moins, mais ça, si on le prend pour autre chose qu'une incantation, il n'empêche qu'il y a une urgence et une impérieuse nécessité à anticiper. Et pour anticiper, il faut à la fois de la méthode pour analyser correctement la réalité et une priorisation des objectifs, de sorte de ne pas tout prendre à l'envers ou à l'endroit, mais en même temps ce qui n'a jamais abouti à l'efficacité. Première observation de la Chambre, des documents, on en trouve à foison dans votre fonctionnement. Une douzaine de documents fixant des éléments de cadrage pluriannuel, 2 schémas transversaux, une dizaine de documents de déclinaison des politiques thématiques, mais pas de documents uniques de stratégie. Nous avons déjà dit ici ce que nous pensions de cette opacité technocratique et de ce goût très marqué pour une navigation entre les schémas et autres outils et architectures administratives. Où est le document qui permettrait de comprendre comment s'y prendre et compte s'y prendre la région face au double défi de la baisse importante des effectifs scolaires du second degré et des zones géographiques en tension, le département d'Ille-et-Vilaine tout particulièrement et le bassin rennais singulièrement. Ferez-vous le choix de la fusion, de la mutualisation, de la fermeture d'établissements, de la construction d'un nouvel établissement là où on ne peut plus pousser les murs? On voit bien qu'il y a une sorte de tectonique des plaques qui s'installe, c'est-à-dire que d'un côté, on va vers la désertification scolaire, là où plus à l'est, on va vers la surdensification scolaire. Évidemment, ça ne facilite pas la chose. Mais de cette stratégie, on ne sait pas grand-chose. Prendrez-vous l'axe et le fil rouge des offres, j'allais dire rose, vous voyez, prendrez-vous l'axe et le fil rouge des offres de formation, ce qui suppose se donner les moyens de faire venir et d'accueillir les élèves venant de loin? Choisirez-vous audacieusement la promotion de la coopération publique-privée dans une région singulière où 40% des élèves sont scolarisés dans le privé contre 19,5% au national? C'est une préconisation du MEDEF. Prendrez-vous comme point de départ la rationalisation du bâtimentaire suivant son degré de vétusté, son diagnostic énergétique ou d'accessibilité? On ne le sait toujours pas. Mais il est certain que la volonté, je vous cite, Madame la Vice-présidente, d'un accès égal à la réussite éducative pour tous ne pourra pas tenir lieu de feuille de route. L'ambition est louable, mais on manque évidemment de précision dans cette affirmation. La logique comptable, tenant compte uniquement du rapport entre nombre d'élèves et capacité d'accueil, pourra se combattre seulement et seulement si on lui oppose une véritable stratégie, écartant tout tabou, écartant tout dogme, du type, comme je l'ai dit ce matin, l'argent du public doit aller au public, s'inscrivant dans un principe de réalité et sachant, selon la formule, s'adapter aux besoins. Encore faut-il
définir ce que l'on entend par besoin et besoin de qui. Besoin des entreprises, cela suppose de renforcer l'interaction avec les entreprises dans la discussion. Besoin des élèves, les besoins des entreprises sont assez clairs à définir, même si la liste des métiers en tension ne doit pas faire oublier les besoins futurs et qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il faut raisonner à au moins plus 3 ans en intégrant le temps de formation. Je m'explique, un élève qui rentre dans une formation, il sort 3 ans après. Donc, si son diplôme n'a plus aucune valeur 3 ans après, eh bien, c'est évidemment dommage. Et peut-être 3 ans après, il y aura un métier nouveau qui sera apparu sur le marché, qui ne sera pas intégré par la formation. Mais les besoins des élèves, quant à eux, renvoient immédiatement, nous en avons déjà parlé et nous en reparlerons évidemment, renvoient immédiatement à l'orientation et à l'accompagnement que nous leur devons entre principe de réalité et principe de désir. Un vœu exprimé dépend, je l'ai dit ce matin, de la nature de l'information délivrée et de la nature de l'outil d'analyse pour utiliser cette information. Lorsque dans une formation, on trouve moins de 10 élèves, au-delà du coût général, et ça n'est pas rien, est-ce raisonnable pédagogiquement ? La promesse d'avenir est-elle au rendez-vous? Le rapport de la Cour appelle à l'élaboration de véritables stratégies locales et de différenciation locale. Dans les débats de hier, à un moment donné, M. Kernex parlait de différenciation locale. Mais là, pour l'instant, nous parlions souvent de maillage territorial. Peut-être y a-t-il aussi à creuser du côté de la différenciation locale. Avec quelle méthode ? Davantage de concertation évidemment, mais aussi de coopération locale, probablement entre les établissements d'un même réseau, mais aussi des établissements entre réseaux différents. Et on voit bien que là, il faudra être un peu transgressif. Un mot sur l'enseignement privé. La Cour des comptes pointe la singularité bretonne, puisqu'elle est connue, 44% des élèves du second degré vont dans le privé. Sous contrat, on peut imaginer que se superpose l'histoire de la scolarité de la Bretagne et les conséquences d'un mouvement national qui voit les établissements privés préférés par des parents insatisfaits. Que cela puisse gêner certains à la tolérance idéologique limitée, ça n'est pas nouveau. On le sait. L'accompagnement financier à l'investissement est de la part de la région facultatif. La Cour des comptes, dont il ne viendrait à l'idée de personne, bien entendu, de contester la neutralité, indique qu'il conviendrait que la région réexamine le niveau de sa participation afin d'éviter une progression trop importante de ses dépenses. Mais il ne faudrait pas que l'enseignement privé fasse les frais de restrictions budgétaires, pas plus qu'il ne serait juste qu'il soit puni par là où il a été vertueux. Autrement dit, il faut se poser les bonnes questions pour apporter des réponses qui permettent aux familles de choisir, puisque c'est bien ça finalement la meilleure offre pour les familles, c'est d'abord celle du choix. La Cour des comptes propose donc de renforcer le dialogue pour que les objectifs soient clairs et les indicatifs de suivi compris de tous. Des signaux négatifs, comme me semble-t-il l'arrêt de l'accompagnement financier des familles pour le matériel nécessaire en première année de CAP, indiquent à quel point il est nécessaire de désidéologiser le contexte. Sur l'enseignement agricole, je me suis exprimée ce matin. Un autre point important que nous souhaiterions commenter est celui du personnel, parce que 4200 agents, cela représente une part importante de masse salariale. En 2015, précédent, c'est bien 4200, c'est bien ça ? 2500 pour les lycées. Mais 4200, exactement. Pardon, je me suis abstenue de préciser, j'aurais dû le faire. En 2015, le rapport de la Cour des comptes déjà pointait l'absentéisme de ces agents. Pourtant, depuis, pas d'analyse approfondie et surtout pas d'analyse établissement par établissement compte tenu des disparités de situation que l'on observe. Ce travail que la Chambre juge nécessaire l'est d'autant plus à nos yeux qu'au regard de la déprise démographique, les choix qui vont être faits pour trouver un équilibre entre attractivité territoriale et rationalisation auront nécessairement des impacts importants sur les personnels
qui, aux côtés du personnel d'éducation nationale, font tourner les établissements. Un personnel trop absent, ça n'est jamais bon, et surtout cela dit des choses. Surtout quand cet absentéisme n'intervient pas dans les établissements les plus peuplés, et que là aussi, il va bien falloir anticiper sans attendre que le ciel nous tombe sur la tête. 25% de l'effectif part en retraite dans les 5 ans. Or, en matière de ressources humaines, la Chambre souligne quelques orientations générales, mais pas d'objectif ou de stratégie. Elle souligne ce manque et insiste en indiquant que l'Assemblée, nous, délibérante, doit pouvoir être informée de cette stratégie. Non seulement on vous demande d'en avoir une, mais on vous demande de communiquer sur cette stratégie. Donc en creux, on peut quand même dénoncer une forme au moins d'opacité, ou en tout cas un manque d'organisation et de communication. Plus largement, le manque d'une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences est pénalisant dans un contexte budgétaire aussi serré. Ne prenons qu'un exemple. Les cadres référents lycée. Quelles sont leurs missions? Éclatées plus que multiples. Quelle évolution dans ces missions? Ont-ils des outils leur permettant de piloter efficacement la relation et le dialogue de gestion? Manifestement non. Ils n'ont pas d'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur les agents intervenant dans les lycées. Bref, ils sont en quelque sorte, on ne peut pas dire laissés à eux-mêmes, mais dans une forme d'autonomie qu'ils ne souhaitent pas et qui, dans tous les cas, ne crée ni de la productivité ni de l'efficacité. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que cela crée du mal-être professionnel, que ça n'est pas efficace et que ça coûte beaucoup d'argent. Plutôt qu'un organigramme touffu, c'est bien d'une stratégie dont le besoin est criant, je cite la Chambre, afin d'accorder effectifs et besoins et de desserrer la contrainte budgétaire croissante. Monsieur le vice-président en charge des finances, vous indiquiez pourtant hier que nous fantasmions quand nous pensions à tort, selon lui, qu'il y avait du gras. Mais du gras, là on en voit. Nous pensons enfin que nous pourrions aller encore plus loin que ne le préconise la Chambre et que là aussi, il serait possible, à coût constant, de revoir le paradigme. Pourquoi? Parce que cette déprise démographique et fatalement donc la baisse annoncée des personnels régions devrait nous amener à réinterroger l'évolution des métiers. Certains ne changeront pas, bien sûr, et certaines missions seront et resteront intangibles. Mais la Cour des comptes pointe des éléments saillants qu'il nous arrive de mettre en avant régulièrement dans cet hémicycle, notamment concernant la propension caractéristique de votre fonctionnement à créer de la machinerie technocratique. Et vraiment, là, ce que nous attendons, c'est quelle organisation pour une nouvelle offre scolaire, intégrant ces nouveaux éléments démographiques, quel avenir pour les personnels, au-delà du classique, nos remplacements des départs en retraite. Nous avons une force en Bretagne qui est l'excellence scolaire. Elle est là depuis longtemps, elle dure. Le goût pour l'étude aussi probablement. L'appétence des familles pour les établissements scolaires dont ils reconnaissent la valeur et qu'ils placent dans une bonne place dans le projet familial. Notre faiblesse, c'est évidemment la déprise démographique. Elle n'appartient pas qu'à la Bretagne, mais elle nous frappe de plein fouet. Et il y a un paradoxe sur lequel je voudrais attirer votre attention, et je l'ai déjà fait. Ce n'est ni une force ni une faiblesse, mais c'est un constat tragique. C'est que, alors même que nous sommes dans l'excellence scolaire, nous sommes la première région en matière de suicide des jeunes entre 15 et 25 ans. Or, vous avez la gestion des lycées et de la politique jeunesse. Alors, pour dépasser le simple constat, voire la critique, pour dire aussi que la Cour des comptes fait des préconisations et que nous attendons évidemment avec impatience de savoir ce que vous allez faire de ces préconisations, et c'est l'une de nos questions, nous avons une suggestion. Nous avons hier, et depuis un moment déjà, parlé de santé mentale. Dans beaucoup de domaines professionnels, on parle d'un cursus différent de ce qu'ont pu connaître les uns et les autres, et particulièrement les plus âgés d'entre nous. On sait que le CDI n'est plus, par exemple, le Graal pour la jeunesse, mais qu'au contraire, ils veulent expérimenter plusieurs types de métiers et
D'ailleurs, beaucoup de ces métiers ne sont pas encore connus à l'heure même où on essaye de les décrire. Eh bien, nous pensons que peut-être vous pourriez revendiquer ou suggérer, solliciter en tout cas, une expérimentation. La Bretagne est une terre d'expérimentation et en matière scolaire, on en a fait assez peu finalement. Mais les quelques expérimentations qui ont été menées, notamment je pense au premier degré, ont été tout à fait réussies et ont donné l'idée de les élargir au territoire national. Pourquoi ne pas lancer une vaste réflexion sur ces personnels lycées qui interviennent dans les lycées, qui n'appartiennent pas de façon déclarée à la communauté éducative et qui pourtant s'inscrivent de facto dans le continuum éducatif puisqu'ils sont au contact de ces jeunes et qui pourraient, notamment dans des démarches soit de reconversion, soit de complémentarité, suivre des programmes de formation qui leur permettraient d'aborder, parce qu'ils sont dans l'enceinte du lycée, que dans l'enceinte du lycée, il y a une vie collective, il y a un écosystème, il y a un microcosme, eh bien, ils auraient tout à fait légitimité à pouvoir intervenir au contact des jeunes à travers des fonctions qu'il nous appartient peut-être, non pas d'inventer, parce qu'elles existent déjà, mais de placer plus précisément en relation avec les jeunes, dans un contexte où, on le sait, les infirmières scolaires manquent, les médecins scolaires manquent, et on a beau ouvrir des postes, on ne les pourvoit pas. Il y a des métiers intermédiaires, j'ai parlé des premiers secours de santé mentale, ça pourrait être des brigades de cette nature, des brigades d'écoute, brigade ou cellule, peu importe le mot que l'on choisit, même s'il a de l'importance, mais on pourrait tout à fait imaginer, dans une restructuration générale de l'architecture de cette vie des lycées du point de vue de la région, qui reste au contact des élèves et des autres personnels qui sont les personnels éducation, eh bien on aurait toute légitimité, me semble-t-il, à imaginer un modèle qu'on expérimenterait avec humilité, avec modestie, mais qui répondrait dans un premier temps à un véritable besoin, qui permettrait d'augmenter le type de relation entre adultes et jeunes lycéens et qui permettrait également de former d'autres lycéens. On parle beaucoup des ambassadeurs, je n'aime pas beaucoup ce mot. En revanche, je crois très fermement à la qualité de l'accompagnement par les pairs, PAIRS, lorsqu'ils sont encadrés par des adultes. Voilà, alors vous voyez, je le dis spontanément sur ce dernier point. Pourquoi ? Parce que ce rapport de la Cour des comptes pourrait finalement n'être qu'un exercice assez classique qu'on connaît tous les 5 ans. Il y a un rapport, on annexe, et je soulignais le courage que vous aviez eu à être très sincère dans les réponses et très précis, on répond, il y a des préconisations qui, pour certaines, pour beaucoup d'entre elles, peuvent tout à fait laisser rester lettre morte sans que rien n'arrive. Ça peut devenir éventuellement des injonctions, mais c'est assez rare. Donc profitons de ce moment. Nous sommes au carrefour d'un changement fondamental, sociétal, de notre société bretonne. Avec cette fracture géographique qui risque de s'élargir entre l'Est et l'Ouest, avec un maillage territorial de formation qui risque de se déliter, avec une appétence des familles pour la scolarité qui risque aussi de s'affaiblir. Donc saisissons-nous de tout cela pour faire d'une faiblesse une force. Je suis sûre que les compétences de la région le permettraient. Je vous remercie. Merci Madame. Nous poursuivons avec Valérie Tabar.